Bienvenue sur le canal Trends Tendance. Du lundi au samedi, retrouvez nos podcasts quotidiens de décryptage à partir de 16h. Les informations boursières du Trends des marchés et le podcast Trends Bourse sont désormais disponibles sur le canal Trends Bourse. Abonnez-vous aux 2 canaux pour ne manquer aucun épisode. Il est ingénieur de formation et il a d'abord travaillé dans le secteur de l'énergie pour une grande entreprise, notamment au Cameroun et au Gabon. Il y a une douzaine d'années, il a décidé de lancer sa propre marque de montres, Collen MacArthur. Bonjour Sébastien Collen. Bonjour Frédéric. Pourquoi décide-t-on un jour de se lancer dans la grande aventure de l'entrepreneuriat ? Quel a été votre déclic ? Alors je pense que j'ai toujours eu ce virus en moi. Mon père est entrepreneur. On a été éduqué dans cet environnement et je pense que j'ai toujours eu cette envie de créer quelque chose. Après, le pourquoi et le comment et le quand, c'est plus saisir la bonne opportunité lorsqu'elle se présente. Mais pourquoi d'abord le secteur de l'énergie et pas se lancer directement ? Le secteur de l'énergie parce que lorsque j'ai fini mes études, j'ai eu une proposition qui ne pouvait se refuser, qui était de travailler à l'étranger en tant qu'expatrié à l'international. Et donc je suis d'abord parti là-dessus parce qu'il n'y avait pas de projet entrepreneuriaux qui se présentait. Et puis un jour, un Anglais qui a servi la reine Elisabeth, à la garde rapprochée de la reine Elisabeth, m'a demandé de lancer une première montre pour le régiment des Scots Guards, qui faisait partie de la garde royale. D'accord. Et donc c'est de là qu'a commencé vraiment l'aventure Collen MacArthur. Mais le secteur de l'horlogerie, parce que vous dites l'entrepreneuriat était en moi, donc pourquoi ce secteur ? Est-ce que c'était quand même une passion ou c'est cette opportunité qui s'est faite avec cette personne ? C'était plus à l'opportunité. Donc le pied à l'étrier, il a été mis grâce à cet Anglais qui a apporté cette idée de montre communautaire, qui était de faire la montre à l'effigie de son régiment. Et puis de fil en aiguille, j'ai été formé sur le tas par cette personne, et puis j'y ai trouvé une certaine passion, on peut dire, oui. C'est ça qui est dingue, vous ne connaissiez rien à l'époque au monde de l'horlogerie. Rien du tout. Et donc vous avez lancé cette idée, donc un créneau très particulier. Aujourd'hui, votre business model, ce sont les montres commémorative. De quoi on parle exactement ? Alors on parle de montres narratives, donc c'est-à-dire qu'on prend des thématiques dans l'histoire de l'humanité, l'histoire universelle, qu'on étudie et qu'on essaie d'en faire ressortir l'essence du sujet traité, et à travers cette essence, on définit les symboliques à imposer sur la montre. Donc au final, chaque montre raconte la thématique du sujet traité. Alors pour que nos téléspectateurs comprennent bien, je vais citer quelques exemples. Vous avez créé des montres avec des fragments du mur de Berlin, des montres avec de la poussière de météorites lunaires, de la vraie météorite, même une montre avec des morceaux d'une veste de Johnny Hallyday. Ça se vend bien, il y a un public ? Alors en effet, ça ce sont ce qu'on appelle chez nous les artefacts, oui, qui sont les objets tangibles qui appartiennent à l'histoire, qu'on intègre au sein du concept même. Et au-delà de ça, il y a toutes les symboliques. Donc l'artefact est vraiment le côté émotionnel qui vient exacerber le côté émotionnel de la montre. Et autour de ça, toutes les symboliques qui racontent l'histoire concernée. Ça se vend combien une montre avec un morceau de la veste de Johnny Hallyday ? On est aux alentours entre 500 et 1600 euros en fonction qu'on prenne la version standard ou la version premium. La version premium, elle a quoi de plus ? La version premium, c'est une version automatique, donc le mouvement n'est pas le même. Okay. On travaille avec des mouvements suisses de chez Sellita. On travaille aussi avec des matériaux qui sont un peu plus nobles, et alors on propose aussi des écrins collecteurs et toutes choses de ce type. Mais et vous les sortez à combien d'exemplaires généralement vos montres ? Ça dépend de la collection, il y en a qui marchent mieux que d'autres. On travaille à chaque fois aussi sur la symbolique, c'est-à-dire que la version premium Johnny Hallyday, on l'a proposée à 2017 exemplaires numérotés qui correspond à l'année de disparition de Johnny Hallyday. Et donc toutes les collections que l'on propose le nombre d'exemplaires repose sur la date du sujet traité. Et elles partent toutes ? Alors elles partent, il y en a certains qui sont déjà sold out, et il y en a d'autres qui demanderont certainement un peu plus de temps pour partir. D'accord. La dernière en date que vous avez créée se nomme Normandie 1944. Elle était faite avec des morceaux de casques de vrais
combattants qui ont débarqué sur la plage en 1944 avec le bracelet, c'est fait avec des sacs d'époque. Il y a même une capsule de sable avec de vrais sables des plages de débarquement. C'est facile d'avoir les autorisations parce que évidemment vous volez pas le sable, on se doute bien. Cette collection a pris plus de 3 ans de développement, justement de par la complexité non seulement de savoir comment raconter cette opération qui est quand même une opération d'une très grande ampleur, donc c'est très compliqué de savoir par où qu'est-ce qu'on va raconter au travers de cette montre, et puis ensuite de savoir comment est-ce qu'on va intégrer ces artefacts qui sont le casque, comme vous dites, les haversacks qui sont les sacs à dos qui faisaient partie de l'uniforme officiel des soldats de l'époque, et le sable qui est protégé puisque les plages sont protégées par l'UNESCO, donc interdiction formelle de récupérer le moindre grain de sable dans un but commercial. Donc il a fallu avoir des dérogations très particulières pour pouvoir exploiter ces différents matériaux. C'est vous qui avez eu l'idée ou on est venu vous chercher ou c'est une commande? Comment ça se passe? Alors en règle générale, je dirais que les idées émanent de notre maison. Oui. Après, au fil des discussions, peut-être avec d'autres personnes, il y a d'autres idées de projets qui émanent, mais en règle générale, les projets viennent de nous, on décide de les traiter parce qu'on sent qu'il y a un intérêt sur le marché, et puis ensuite, c'est au grand public à décider s'ils ont envie d'acquérir ce modèle. D'accord. On rappelle que c'est une marque belge, que tout est assemblé à Anse, en région liégeoise. On parle de combien de personnes là, qui travaillent maintenant chez Colin McCarter? On est 8 actuellement. Oui. Dont un horloger temps plein qui, la plupart de son temps, assemble les montres et aussi apporte un service après-vente pour s'assurer de la satisfaction du client. Et c'est vous qui concevez, vous êtes designer aussi? Alors, est-ce qu'on parle de designer? Je ne sais pas, mais en tout cas, je donne l'impulsion au niveau du design. Oui. Je travaille avec un designer freelance pour mettre en quelque sorte en forme cette impulsion, cette créativité sur des logiciels comme Photoshop. Et puis, une fois qu'on arrive au résultat final de ce qui se trouve en fait dans ma tête, que j'essaie de retranscrire sous forme d'explication, une fois qu'on a le design comme moi je l'imagine, après on commence le processus de prototypage. D'accord. Alors ça, ce sont des montres, je vais dire, grand public, que n'importe qui peut acheter, mais vous développez aussi en parallèle un secteur, on dirait B2B. Là, vous venez de créer une montre pour les 100 ans de la SNCB. Comment s'est développé ce projet? Alors, on a travaillé de nombreuses années avec la SNCB en proposant des montres à leurs employés, donc prendre des locomotives mythiques, la locomotive en allant, on l'a posée sur le cadran, et on a travaillé avec un organisme de la SNCB qui s'appelle Rail Facilities, qui proposait ces collections auprès des cheminots actifs et retraités. Et donc on a toujours connu un succès à chaque fois qu'on sortait ces collections, et puis les 100 ans ici, on se devait de reproposer un nouveau design, et donc on a pris ce qu'on appelle la locomotive Type 12, qui est une locomotive qui a été développée par des ingénieurs belges à l'époque, et qui a fait un record du monde de vitesse dans les années 1930, et donc on a décidé de s'inspirer du design de cette locomotive pour dessiner cette montre, et puis ensuite qu'on a proposé au travers de Rail Facilities aux employés actifs et retraités. Donc ce n'est pas la SNCB qui propose la montre ou qui l'offre à ses employés, c'est nous qui pensons qu'il y a de nouveau une demande auprès de ces employés pour exacerber de nouveau ce sentiment d'appartenance à la communauté, cette fierté de donc ils doivent l'acheter, ça se vend? Ça se vend bien, bon. Je veux dire. On a été sold out après une semaine. Bon, bravo. J'en reviens aux montres B2C, grand public. Ce qui est assez singulier, c'est que vous avez, dès le départ, misé sur l'e-commerce pour la distribution. On ne trouve pas vos montres en boutique. Non, on n'en trouve aucune. Pourquoi ce choix Alors, commercial? on appelle ces marques-là des DNVB. C'est-à-dire que ce sont du D2C. C'est pas du B2C, c'est du D2C. C'est direct to consumer. Il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et le consommateur. Pourquoi est-ce qu'on a décidé d'aller pour cela? Parce que moi, je suis convaincu que c'est l'horlogerie de demain, parce que les clients ont besoin d'une expérience avant tout lorsqu'ils achètent une montre. Et cette expérience, quoi de mieux que d'être en direct avec la maison qui produit ces collections et qui est en mesure d'expliquer toute la profondeur et la narration justement des montres que l'on propose. Mais avec la frustration qu'on ne peut pas la prendre en main, qu'on ne peut pas voir le produit, on le voit que sur écran en deux dimensions. Pour ceux qui le veulent vraiment, on a un showroom à Anse. D'accord. Donc on propose quand même ce genre de choses. Je ne dis pas qu'on ne fera jamais du retailing pour attaquer des nouveaux marchés, mais par contre, lorsqu'on est en direct avec le consommateur, c'est clair que le message est beaucoup plus clair et moins dilué
que lorsqu'on travaille avec des intermédiaires. Malgré tout, vous avez fait l'expérience d'une pop-up store, d'un pop-up store cet hiver à Liège pour les fêtes de fin d'année pendant 3 ou 4 semaines. Une expérience qui a été concluante. Vous réfléchissez à l'ouverture d'une première vraie boutique physique? Alors, on réfléchit à travailler dans du retailing sur comme j'ai dit, des marchés où nous ne sommes pas présents. Pas des marchés où nous sommes déjà actifs, mais uniquement où nous ne sommes pas présents, parce que c'est une belle manière aussi de voir comment est-ce que la collection et la marque peut être portée par des intermédiaires. Et donc, le pop-up n'était pas innocent, c'était une manière de comprendre les besoins des clients lorsqu'il y a une boutique, pour pouvoir nous adapter aussi notre marketing lorsqu'on travaillera dans du retailing, si on travaille dans le retailing sur des nouveaux marchés. Vous posez la question. Quoi. Exactement, il y a notamment des opportunités à saisir aux Pays-Bas et en Flandre, donc c'est en discussion. D'accord. Bon, je rappelle quand même, vous avez expédié vos montres dans une 70aine de pays déjà. C'est quoi les modèles, les marchés les plus porteurs? Ça nous a d'ailleurs fait sourire puisqu'on a vendu notre première montre au Groenland il n'y a pas si longtemps que ça. Et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on arrive à avoir une visibilité au Groenland? Je pense que la manière de l'expliquer, c'est qu'on a eu la chance d'avoir des articles quand même assez impressionnants, notamment dans CNN. Oui. La montre du débarquement? La montre du débarquement, qui a valu vraiment une vague de ventes sur notre site grâce à un seul article. Vous voyez la fréquentation du site bondir quand on a un article sur le site de CNN. Quoi. Une puissance. C'est là qu'on se rend compte de la puissance des médias. Je vous dis pas après cette émission. Hein. Ouais, je l'espère. Mais donc du coup, ça explique qu'on arrive aussi à toucher d'autres 70, enfin plus de 70, je pense que on est même à 80 pays. Et je pense que c'est au travers justement de ces articles qui sont très précieux à nos yeux, qui nous permettent justement d'aller au-delà de nos frontières. Alors il n'y a pas que les articles, il y a aussi les ambassadeurs entre guillemets. Vos montres ont été portées par Emmanuel Macron, Angela Merkel, des actrices comme Muriel Robin. Comment ça se fait? Vous les avez offerts ou comment ça se fait? Alors en général, ça se passe au travers de partenariats. Oui. Emmanuel Macron et Angela Merkel, c'est au travers d'un partenariat avec la ville de Compiègne, à l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. On a remis une montre en main propre à Jean Reno, puisque Jean Reno est le parrain d'une des petites de Johnny Hallyday. Et donc à chaque fois, ça se fait de fil en aiguille. De manière très naturelle. Et puis ce sont des moments qui sont très... Alors, est-ce que je peux parler d'intime, mais en tout cas qui sont très précieux. Moi, je m'en souviendrai toute ma vie de ces échanges en face-to-face, en one-to-one. Et on se rend compte au final que ces personnes sont des personnes comme vous et moi, au final. Donc, des moments très agréables. C'est des accélérateurs de notoriété pour vous, je suppose. On l'espère. C'est toujours compliqué à évaluer l'impact que ça peut avoir, mais c'est des choses auxquelles on accorde beaucoup d'importance. Je suppose que vous travaillez déjà sur de nouveaux projets de montres commémoratives, thématiques. Un petit scoop pour Trends Z? Alors, il y en a beaucoup des scoops. Alors, il y en a que je peux mentionner, d'autres pas, malheureusement. On est en discussion ici et on est en passe de valider le tout avec le circuit de Spa-Francorchamps. Okay. On espère sortir cette collection en 2026. D'accord. On est en discussion depuis plus d'1 an aussi avec une célébrité canadienne dont je ne citerai pas le nom. D'accord. Donc il y a des très grands projets. On est en discussion avec le Real Madrid aussi. Donc qui va fêter ses 125 ans l'année prochaine. On mettra des petits morceaux de gazon ou un maillot. Il y a déjà des très belles idées. Mais de nouveau, ce sont des projets qui ne sont pas encore signés, donc c'est très compliqué de pouvoir communiquer dessus. Oui. Mais vous avez bon espoir. Et on se rend compte que les projets sont de plus en plus grande ampleur, Ah oui, ok. Et on espère que ça va continuer dans ce sens. Oui, dans ce créneau, j'ai envie de dire, le champ des possibles est presque infini, vu qu'il y a toujours aussi quelque chose à commémorer, il y a toujours des anniversaires. Toujours des anniversaires, donc les sujets ne manqueront pas. Dernière question, on arrive tout doucement au bout de cette interview. Ce serait quoi la montre commémorative de vos rêves, celle que vous rêvez de créer un jour? Alors, ce qui me plaît, moi, dans les sujets, c'est qu'il y a cette dimension, l'imaginaire collectif. Oui. C'est d'emmener les personnes dans un lieu ou dans une époque particulière. Il y a un sujet qui est sur la table depuis de nombreuses années, mais qui est assez complexe de par sa mise en place, c'est le Titanic.
Et donc, mais là, on commence à trouver justement des contacts qui peuvent être très intéressants pour proposer cette collection au grand public. Et donc, on espère qu'à l'horizon 2027-2028, on sera en mesure de proposer une montre aussi mythique au final. Colin McArthur avec un morceau de mobilier ou Exactement. Du Titanic. Ce serait magnifique. Ce serait magnifique. Eh bien, merci beaucoup, Sébastien Collen, d'être venu nous raconter votre parcours assez atypique et cette marque qui est Colin McArthur. C'est dans la boîte. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et aux conseils des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.